Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce lancement du Club des collectivités engagées pour l'ESS en région Occitanie. Donc, Club des collectivités qui est co-organisé par le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire et par la CRES Occitanie. On est ravis, ça se voit sur le sourire de Sarah, de Sylvie, de Pierre-Alain, en tout cas au niveau des équipes du RTES et de la CRES, d'avoir préparé ce club des collectivités et de vous retrouver ce matin. Je vous propose tout de suite de laisser la parole pour un temps d'introduction à Isabelle Hardy d'abord, et puis ensuite Sarah Rousseau. Donc Isabelle Hardy, qui est vice-présidente du département de Haute-Garonne et membre du conseil d'administration du RTES. Isabelle, c'est à toi. Merci Anne-Laure. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour le lancement de ce club dont nous avons parlé depuis un petit moment et je sais que notamment là, toute l'équipe de la CRES et du RTES ont beaucoup travaillé pour arriver à organiser cette visio aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis vice-présidente du département de la Haute-Garonne et j'ai en charge la diversification et le desserrement économique, l'économie sociale et solidaire et l'emploi local. Je voudrais aussi saluer la présence d'une autre administratrice du RTES qui est Nicole Miquel-Bello et qui est élue à Toulouse et à la métropole et qui a en charge la délégation ESS. Et peut-être que je te laisserai la parole pour dire un petit mot, Nicole, avant qu'on démarre vraiment, si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je voudrais vous dire tout le plaisir qui est le mien et le nôtre et d'être là en partenariat avec la CRES. Je crois que la CRES est d'une aide précieuse. C'est un acteur pour moi et pour nous, je vois au niveau du département de la Haute-Garonne, qui est assez incontournable quand on veut porter des politiques en matière d'ESS, puisque qui mieux que la CRES, qui n'est pas hélas encore reconnu comme consulaire en tant que tel, mais peut-être que ça viendra dans le cadre de l'évaluation de la loi ESS de 2014. Je crois que c'est précieux pour nous, collectivités, puisque on a comme objectif effectivement de faire de l'aménagement du territoire. Et la presse connaît à la fois en termes d'ESS les acteurs et les territoires. Quelques mots pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui regroupe des collectivités territoriales qui s'engagent pour le développement de l'ESS sur leur territoire. Cela fait 20 ans que le RTES existe et dans les échanges, on en parlera certainement puisqu'on parle beaucoup de ESS aujourd'hui comme réponse aux enjeux qui sont devant nous et notamment les enjeux de transition écologique. Mais le RTES, depuis 20 ans, travaille sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, nous sommes 180 collectivités à l'échelle du territoire national, donc région, département, métropole, agglo, EPCI, communes. Et en fait, on se regroupe autour d'une charte parce qu'on considère que l'ESS apporte aujourd'hui une réponse aux besoins économiques, sociaux et environnementaux. Quelques mots sur le réseau, en fait. C'est la force d'un réseau, c'est effectivement l'échange, le partage d'expériences, et ça, c'est assez riche et précieux, mais pas uniquement, puisque le RTES se charge effectivement de promouvoir toutes les initiatives territoriales, par le biais notamment d'un certain nombre de publications. Ce qui est important pour nous aussi, collectivités, c'est la valorisation auprès des institutions nationales et européennes, à la fois de nos enjeux, de nos politiques. Et puis, c'est un formidable centre de ressources et je voudrais saluer à la fois tous les élus et les collectivités qui y participent, mais aussi l'équipe du RTES qui produit un certain nombre de ressources qui sont précieuses sous la forme de repères thématiques,
l'organisation de journées et de rencontres inspirantes. Et je dois le préciser, des journées thématiques qui sont aussi sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui est important dans le RTES, c'est que c'est pas un réseau. Souvent, les réseaux sont très parisiens, ce qui n'est pas le cas du RTES, puisque effectivement, le RTES irrigue l'ensemble du territoire. Et puis, avec, je pense, des réponses qui sont apportées par le biais de kits ou autres à toutes les collectivités que nous sommes, parce que je pense qu'on a effectivement le même type de politique, mais on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes compétences. Et la force du RTES, c'est aussi d'apporter des réponses très précises et adaptées aux besoins de chaque territoire. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis ravie d'être là pour le lancement de ce club qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir échanger à l'échelle territoriale d'Occitanie. Je crois qu'aujourd'hui, on doit partager l'idée que dans la période, que le monde finalement n'est pas fait de pérennité. Et que si on croit que le monde est fait de pérennité, alors on ne sera pas utile à la société. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on change. Enfin, la transition climatique, écologique, sociale, démocratique nous impose en fait de changer nos modèles de développement et donc nos modèles de développement économique. Moi, je reste persuadée que l'économie sociale et solidaire est une réponse parce que ce sont des entreprises dont le fonctionnement repose sur les principes de solidarité, de coopération, d'utilité sociale. Je suis ravie qu'il y ait eu une reconnaissance de l'Organisation internationale du travail, et c'est pas neutre, en 2022, qui affirme que l'ESS est un bon moyen pour assurer le développement durable, la justice sociale, un travail décent, l'emploi productif et l'amélioration de la vie pour tous. Je suis persuadée aussi, et je crois qu'on le partage, que le territoire, c'est le territoire et ce sont les territoires qui sont des lieux de création de valeurs partagées et de solutions innovantes pour relever les grands défis sociétaux comme l'emploi, mais aussi l'urgence climatique. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que le club des collectivités a un intérêt très attendu parce que parfois on se sent un peu seul parce qu'on est tous dans notre couloir de nage alors que l'ESS porte dans son ADN la transversalité. Voilà, je crois que ce club sera ce que nous en ferons aussi. J'ai oublié de saluer Babette Gaven, avec laquelle nous travaillons à l'échelle de notre territoire. Et c'est un exemple en fait de coopération et de modèle de coopération que l'on vous fera partager aussi, je pense. Je pense que je vais te laisser la parole peut-être, Sarah. Alors, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Nicole est encore en bureau de la métropole. Voilà. Donc peut-être, Sarah, je te laisse la parole pour lancer officiellement ce club des collectivités et puis nous faire le panorama effectivement de l'ESS en région Occitanie. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Anne-Laure le disait, Isabelle rebondissait dessus. Moi, je partage aussi le grand plaisir d'être à ce lancement du club des collectivités. Alors, j'excuse André Ducournau, président de la CRES, qui ne pouvait pas se rendre disponible ce matin. Le mois de juin, dans nos réseaux, est un mois très prenant, mais qui m'a chargé de vous dire un mot en son nom. Je ne serai pas très longue et je vais avoir l'occasion de revenir un peu plus longuement sur l'ESS en région et le rôle de la CRES. Mais c'est un vrai plaisir aujourd'hui. Non, je veux bien que tu me laisses juste avant, Pierre-Alain. On y va après. Sur l'introduction du club, aujourd'hui, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui a comme mission de représenter, de fédérer autour des enjeux de l'ESS, on est persuadé que ça se fera en alliance avec vous, les élus et les collectivités sur le territoire. La vision qu'on a en commun et là où on se retrouve, je te rejoins Isabelle, c'est d'avoir une vision territoriale, politique publique, développement local. Les enjeux économiques, écologiques de transition sont forts. On sait que les solutions se feront à l'échelle des territoires. On en est persuadé aujourd'hui, à la fois sur des mutations économiques et le Covid nous l'a montré.
Il y aura un enjeu à regarder comment nos territoires sont résilients tant en termes de ressources écologiques que d'emploi et de capacité à répondre aux besoins de ces populations. Cette vision-là, les acteurs de l'économie sociale et solidaire la portent depuis longtemps et on sait bien que c'est celle que vous portez en tant qu'élus à l'échelle de vos territoires et que cette alliance économie sociale et solidaire pouvoir public est à notre sens une alliance extrêmement gagnante pour pouvoir répondre aux enjeux de notre société. D'où le fait que de pouvoir lancer cette démarche de club des collectivités. Isabelle, tu le disais, l'objectif, on vous rencontre tout au long de l'année, le RTES le fait, nous en tant que Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on le fait aussi sur vos territoires à l'occasion de rencontres, de partenariats et d'événements. Et vous nous dites régulièrement ce besoin que vous avez à la fois de pouvoir mieux appréhender les sujets de l'économie sociale et solidaire, de voir comment ils peuvent alimenter vos politiques publiques au service des habitants et de l'économie de vos territoires. Et puisque c'est dans notre ADN, la coopération, on sait bien que les questions qu'on se pose dans le Tarn et Garonne pourraient être enrichies des réflexions ou des expériences menées sur la métropole de Montpellier. Et donc, c'est tout le rôle que nos réseaux RTES comme CRES portons, c'est de pouvoir se rencontrer les énergies, diffuser les pratiques, faire du collectif, encore une fois, vous l'avez compris, au service du développement des territoires. Donc, longue vie à ce club des collectivités. C'est un premier lancement visio. Moi, je me languis par ailleurs déjà de vous donner un premier rendez-vous en présentiel et je ne doute pas que nos travaux et nos échanges tout au long des prochaines années permettent de produire des choses très riches sur le territoire. Voilà, ça c'était vraiment le petit mot de la CRES Occitanie et de notre grand enthousiasme et de pourquoi on était particulièrement convaincus qu'il fallait lancer ce club. Il y a eu du teasing, ça fait 1 an qu'on en parle et surtout ce qui est intéressant, c'est que régulièrement on m'a rappelé qu'il fallait que ça se dépêche de se mettre en place puisqu'il y a une vraie attente de la part des élus. On m'a donné, du coup je vais pouvoir enchaîner si ça vous va, on m'a donné la mission de vous brosser un premier panorama de l'économie sociale et solidaire en Occitanie, en région, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la réalité de cette économie-là en région. On est très nombreux, pas le temps de faire de tour de table, savoir, je ne sais pas si tout le monde appréhende aujourd'hui réellement le poids de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour démarrer rapidement, je veux bien passer à la slide suivante. Merci. Je vous fais quand même un mot sur la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est parti du principe que vous le connaissiez, mais on va s'en redire un mot et ça nous permettra de parler de la structuration de l'ESS. Isabelle, tu l'as dit, tu as évoqué la loi de 2014 avec le rôle des CRES, la déclaration de l'OIT, la déclaration de l'ONU qui reconnaît le rôle de l'ESS comme permettant de répondre aux enjeux de développement durable. Économie sociale et solidaire en 4 mots quand même, c'est ce pan de l'économie qui est né dans le haut Moyen-Âge, au moment de la révolution industrielle, dans ces moments-là de mutation très forte de l'économie pour transformer ou adoucir un peu ou réparer les limites d'une économie pour le coup, qui pouvait, révolution industrielle, créer des dommages sociaux, et on le sait aujourd'hui, environnementaux forts. C'est clairement les coopératives, donc les entreprises qui appartiennent à leurs salariés, les associations, donc un collectif de citoyens qui se mettent ensemble dans une optique d'intérêt général, les mutuelles, des citoyens qui se mettent ensemble pour assurer un risque de santé ou le risque tout court. Ça nous vient tout droit des caisses ouvrières de solidarité au moment de la révolution industrielle. Ces 3 formes-là économiques, puisqu'il s'agit bien, encore une fois, à chaque fois, de créer un besoin de créer un service ou un produit qui réponde à un besoin social. Ça, c'est de l'économie. Ont pour particularité, je l'ai évoqué, d'être portés par du collectif. Donc, on parle de coopération. Nos structures économiques sont profondément collectives, avec un vrai sujet autour de la gouvernance démocratique. Elles sont très attachées au territoire et à répondre à des besoins sociaux. On pose un acte économique pour répondre à un besoin social ou écologique. C'est sa finalité, c'est au centre. Et le pendant, c'est qu'on va avoir un rapport à la valeur créée, qui est vraiment une valeur qui va être réinvestie au service du projet porté par le collectif, donc avec une lucrativité limitée. J'en profite pour dire, on peut dire des fois que l'économie sociale et solidaire pourrait être perfusée aux subventions.
peu efficace économiquement, elle est très efficace économiquement puisque par ailleurs, toute la valeur créée est réinvestie dans l'outil. Elle n'est pas donnée à des actionnaires. Voilà. On prend vraiment toute la valeur concrète pour réinvestir au service de la création de services ou de produits. Cette économie-là se structure et obtient une reconnaissance légale en 2014, c'est la fameuse loi Hamon, qui pose une définition légale de ce qu'est ce secteur économique, avec la 4e famille qui est arrivée chez nous, qui est une mutation, qui accompagne les mutations économiques avec les sociétés commerciales de l'ESS, ce qui vient de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, qui s'est fortement développé dans les années 2000. Et qui permet de poser notamment le rôle des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, alors qui ne sont pas des consulaires comme les CCI, les CMA, mais qui ont cette vocation à l'être, en tout cas dans leur mission, puisqu'à la fois, on nous donne comme mission de représenter, fédérer l'économie sociale et solidaire et d'aider à son développement en Occitanie. Donc, on est vraiment au service des acteurs et des politiques publiques de l'ESS en Occitanie. Il y a une CRES par région et nos missions sont fortement encadrées par la loi. Vous les avez là, c'est 5 missions régaliennes: représenter les intérêts auprès des pouvoirs publics, appuyer à la création et au développement, appuyer à la formation des dirigeants et salariés de l'ESS, contribuer à la collecte des données et informer sur les questions européennes. Voilà rapidement pour le chapeau que… Donc, c'est votre chambre consulaire à vous sur vos sujets de politique publique liés à l'ESS. On est vraiment ressource à votre service et au service des acteurs. Une des missions de la CRES, je l'ai dit, c'est d'observer l'économie sociale et solidaire, c'est de pouvoir fournir des données chiffrées pour pouvoir se rendre compte des évolutions économiques et pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques ou des politiques de soutien de l'économie sociale et solidaire qui soient cohérentes. Pour ça, on travaille avec des données qui nous sont fournies par l'INSEE et par l'URSSAF au niveau national, et on travaille en partenariat avec nos têtes de réseau ESS France pour en faire un traitement qui nous permet à la fois de produire des notes de conjoncture régionales et plus territoriales, des chiffres clés et potentiellement d'aller plus loin en réalisant des diagnostics territoriaux à la demande. On a régulièrement des collectivités qui nous demandent d'aller regarder plus finement la réalité de l'ESS sur leur territoire de manière chiffrée et plus qualitative. Ce qui nous a permis de nous rédiger… Alors, je fais un tout petit point, donc c'est les données INSEE, puisque nous ne sommes pas centre administratif des entreprises, donc nous dépendons de données de l'État pour pouvoir observer. Ce qui me permet de vous présenter quelques chiffres en Occitanie qui sont issus de la note de conjoncture régionale qu'Anne-Laure, on enverra certainement à tous les inscrits à l'issue de cette présentation. Pour vous déjà vous situer le poids de la région Occitanie, comment on se situe en termes de SS par rapport au territoire national. L'Occitanie est une belle terre d'économie sociale et solidaire. On est 4e sur 17 en termes de poids des emplois par rapport à des emplois ESS par rapport à l'ensemble des emplois. 4e en termes de nombre d'emplois. 3e en termes de nombre d'établissements et 5e sur le poids dans l'ensemble, le poids des établissements, eu égard au nombre d'établissements et de structures économiques en Occitanie. Donc voilà, on est dans le peloton de 5, ce qui fait de l'Occitanie une terre plutôt riche sur les questions d'économie sociale et solidaire. Et Anne-Laure, je parle sous ton contrôle, mais une terre historique de l'économie sociale et solidaire avec des formes d'ESS, notamment sur la question de la coopération agricole, qui sont précurseuses. On est un terreau historique. On a une histoire patrimoniale particulière sur ce champ-là. On aura peut-être un jour l'occasion, dans le club des collectivités, si c'est un de vos besoins, d'aller creuser cette histoire-là qui est, ma foi, qui peut alimenter aussi une vision pour le futur. Je veux bien passer à la slide suivante. Qu'on regarde un petit peu, si on zoome sur l'économie occitane, donc le poids de l'ESS par rapport à la France, on vous l'a relaissé là. Chez nous, on a à peu près, on est à quasi 10% des établissements employeurs sont de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, 10%, un établissement employeur sur 10 est de l'ESS. Donc,
on n'est pas marginal. C'est aussi un des messages. L'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie et c'est 10% de l'économie en région qui n'est pas… si on était à 2%, on pourrait se dire que c'est à la marge et que c'est intéressant. Mais là, on a réellement un poids. On dépasse les 10% de part des employeurs privés. Et ce qu'il faut que vous reteniez sans trop vous noyer, vous aurez la note, c'est qu'on est à 15% des effectifs salariés, donc de l'emploi en Occitanie, et entre 10 et 13% selon comment on va le regarder, de taux de rémunération, des rémunérations versées en Occitanie, donc qui créent de la valeur et de l'emploi. Donc, on est réellement un acteur au service du développement économique de notre région. C'est pareil, hein, je te laisse, Pierre-Alain, me passer. Ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est d'aller regarder, de se rendre compte du poids de ce qu'on appelle les différentes familles de l'ESS. Je vous ai parlé des associations, des coopératives, des mutuelles. Je n'ai pas évoqué les fondations qui sont un peu moins importantes, mais qui font aussi partie de nos entreprises. Aujourd'hui, en Occitanie, effectivement, l'économie sociale et solidaire est fortement sous statut associatif, qui reste quand même une forme encore prépondérante, mais on a 12% de l'activité qui va être sous statut coopérative et environ 5% sous statut mutualiste. Ce qui se retrouve à peu près en termes d'effectifs salariés, avec un petit déséquilibre entre, vous voyez, 83% des établissements employeurs sont des associations, mais ils ne regroupent que 77% des salariés par rapport aux coopératives, puisque dans le champ associatif, on va avoir des associations qui ne sont pas employeuses. Nous, on va se concentrer, pour le coup, en économie sociale et solidaire sur les établissements associatifs employeurs, qui sont des formes d'entreprises associatives qui permettent de déployer des biens et des services au service des habitants. La même chose, mais dite un peu différemment, vous voyez le poids des effectifs ou le nombre d'établissements ou d'effectifs salariés par rapport à nos 3 familles. On peut aller à la slide suivante. Secteur d'activité, parce que je sais que c'est une question qu'on me pose souvent. Alors oui, l'action sociale, et c'est donc ce qui explique aussi le poids du nombre de salariés, du nombre d'établissements associatifs. L'action sociale a encore un poids significatif dans les secteurs d'activité couverts par l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est en nombre d'établissements à 14% et en nombre de salariés à 43%. Donc ce sont des établissements, c'est non négligeable en termes d'emploi sur les territoires. Aujourd'hui, on sait, et on travaille beaucoup avec les réseaux de l'action sociale, on sait que, outre répondre à un besoin qui va être le besoin de la population, de répondre à des enjeux de vieillissement, de santé, de prise en charge de services à la personne, ce sont des locomotives et parfois des vraies structures en termes de développement rural, local notamment. Si un établissement médico-social ferme dans certains coins des Cévennes, on a eu des discussions, ça peut être un vrai sujet sur le développement du territoire. Quand par ailleurs cet établissement se maintient et crée des activités connexes et connecte avec sa collectivité pour penser un développement local à terme, on sait que c'est une vraie locomotive. Donc c'est une réalité. Pour autant, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas de l'action sociale. Vous avez vu que j'ai beaucoup insisté sur la question de l'activité économique et que c'est une forme économique particulière. Elle prend aussi en charge les activités financières et assurantielles. Donc là, pour le coup, on va avoir la question des mutuelles de santé, des mutuelles d'assurance, pardon, et de tout le secteur bancaire. On est quand même à 10%, c'est non négligeable. Et ensuite, vous allez retrouver l'agriculture. Alors, en Occitanie, belle région agricole. Ouais, je veux bien que tu restes là-dessus, merci. Belle région agricole et je pense qu'on aura l'occasion un jour de faire un zoom sur ces questions agriculture et ESS et arts et spectacle, enseignement, formation. Vous voyez un petit peu l'ensemble des champs couverts. Puisque le principe de l'ESS, c'est de, encore une fois, faire de l'économie. Donc, on est présent dans à peu près tous les champs avec un tropisme plus fort sur action sociale, activité culturelle, agriculture, culture. Ouais, je continue, on laissera un temps aux questions à la fin de ma présentation. Je vous présente vraiment les grandes masses et les tendances. Donc là, c'est la même chose dite un peu différemment. Je pense qu'on peut passer.
Voilà, et je voulais juste vous faire un mot sur l'emploi parce que je sais que c'est important, que c'est intéressant de le savoir. On est plutôt une économie tertiaire avec une représentation profession intermédiaire plus importante que dans le reste du champ économique. Ce qui est effectivement une économie qui se met au service d'eux. Encore que, vous l'avez compris, on a quand même des activités de production dans le dur. Et par ailleurs, autre particularité de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, et c'est la slide suivante, c'est une économie plutôt féminisée. On a une part de femmes dans nos effectifs qui est plus importante que dans le reste de l'économie. Ça s'explique traditionnellement par les activités couvertes et encore une répartition un peu genrée des activités et des emplois. Donc effectivement, si je vous ai dit une forte part du travail social, on retrouve plus fortement des effectifs féminisés. Là encore, sujet passionnant qui mériterait qu'on aille le regarder en finesse. On en aura peut-être un jour l'occasion. Voilà un petit peu pour le panorama rapide, de grande masse des réalités de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors peut-être je peux prendre une série de questions, s'il y Oui, en a. oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation qui illustre bien effectivement le poids économique, d'emploi, de contribution au développement des territoires dans une diversité d'activités. Donc, vous aurez la note de façon plus complète. Et alors, il y a une question dans le chat qui porte sur un sujet particulier concernant un centre Guilhem IME sur le territoire de Vernec qui doit quitter le site et qui demande si la CRES a été la CRES, parce qu'en tout cas, nous, RTS, on n'a pas été sollicité pour une réflexion. Est-ce qu'une réflexion a été menée sur le site? Je ne sais pas, ça va juste dire si vous avez été sollicité ou non. Oui, alors je vais répondre rapidement. Donc non, on ne l'a pas été, mais on peut encore l'être, rien n'est trop tard. Mais par ailleurs, dire qu'on a déjà été sollicité, je vois que le maire d'Aurignac est là, il me semble qu'il s'est connecté. On a été sollicité sur d'autres territoires pour ce type de réflexion, avec un site qui part ou qui transitionne, comment on peut s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire pour penser la suite de l'économie territoriale. Donc, alors, je ne sais pas comment on est en termes de temps. Est-ce que je fais rebondir la mairie de Non, enfin, éventuellement là, on est vraiment un peu juste en termes de temps, puis j'aimerais vraiment bien qu'on puisse. On a 4 interventions, 4 témoignages de territoires qui, je pense, vont aborder Très aussi bien. ces sujets autour du foncier. Et en Donc tout cas, non, enfin, nous je pense n'avons que pas été, mais on est tout à fait ressources pour l'être. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter suite à cette présentation. et pour en faire, sans aucun doute aussi, un sujet au sein du club des collectivités de partage d'expérience autour de cette focale. Mais je pense qu'on aura quelques illustrations dans les témoignages qui vont suivre. Alors, Marilyn, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je vous propose, je suis désolée, mais comme je vois que le temps vraiment file, peut-être de répondre pendant votre intervention, si vous en êtes d'accord. Et donc, je vous propose tout de suite, puisque donc on a sollicité les témoignages de Hélène Meunier, vice-présidente au département du Gard, de Catherine Gaven, vice-présidente du SICOVAL, Caroline Dufoy, ville de Montpellier, et donc Marine Zanoni, adjointe à Question du Gard, pour avoir 4 regards sur la façon dont une collectivité aujourd'hui intègre l'économie sociale et solidaire dans ses politiques publiques, et avec des illustrations un petit peu de leviers à disposition de la collectivité pour favoriser ce partage, pour favoriser l'émergence et le développement d'initiatives de l'économie sociale et solidaire. Donc, je sais qu'il y a énormément de richesse dans vos interventions. Je vous rappelle une dizaine de minutes, vraiment maximum par intervention, pour pouvoir avoir justement un temps d'échange. Et je vous proposerai de rebondir sur cette question des sites en transition. Je vous propose, Hélène Meunier, de vous passer la parole sur donc, le département du Gard. Est-ce que... Vous m'entendez? Ok, parfait, très bien. À toutes et à tous. Donc, en effet, je suis Hélène Meunier. Donc,
Je suis vice-présidente à l'ESS au département du Gard. Donc, je vous remercie pour pour cette initiative et pour tous ces éléments qui viennent d'être présentés. Alors, notamment parce que déjà, je crois que le département du Gard, s'il a des contacts évidemment avec la CRES, n'est pas membre du réseau RTES, donc il y a encore bien des lacunes. Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire le témoignage d'un petit point d'étape où en est le département du Gard, qui met les bouchées doubles, mais qui démarre des choses, et un petit historique de l'état de l'ESS de la prise en compte du secteur de l'ESS et de ses acteurs dans notre collectivité. Alors, je voudrais également saluer un de mes collègues du département, M. Montillier, qui est également présent et connecté aujourd'hui à mes côtés. Voilà, donc en fait, l'ESS est véritablement prise en compte par la collectivité depuis, je dirais, l'existence d'une cellule dédiée, et également par la rédaction d'un livre blanc qui a été présenté à l'Assemblée en 2019 et qui court jusqu'en 2023 et qui fait un petit peu le diagnostic de la présence de l'État, des structures ESS dans le département. Et dans le prolongement de cette démarche, en 2020 a été donc créée une vice-présidence à l'économie sociale et solidaire sous la houlette de la présidente Françoise Laurent-Périgot, qui a souhaité mettre un coup de projecteur sur ce secteur d'activité. En 2021-2022, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre d'un schéma unique des solidarités, intégratif de l'économie sociale et solidaire et de ces structures qui ont été associées dans la co-construction de ce schéma, puisqu'il y a eu plusieurs ateliers thématiques et également professionnels, voilà, et qui sont également sollicités évidemment dans le champ des solidarités pour la mise en œuvre des compétences et des politiques départementales, mais qui sont également repérés et identifiés comme des partenaires moteurs tout à fait pertinents en matière d'innovation politique. Voilà, capable d'avoir beaucoup de réactivité par rapport aux problématiques qui se posent sur les territoires et qui émergent. Voilà. Et à ce titre, donc, le champ de l'ESS a été salué et identifié comme un partenaire et qui est capable de faire levier d'innovation. Voilà. Pour mémoire, lors de la concertation, par exemple, il y a eu au Pont du Gard, puisque c'était la clôture de la concertation avec de nombreux ateliers, il y a eu un atelier animé par une structure de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, autour de la question des tiers-lieux, par exemple. Voilà, actuellement, en ce qui concerne le département du Gard, les interventions sont bien sûr des contributions financières aux grands acteurs de l'ESS dans le Gard, mais de manière générale, voilà, des contributions à la CRES, aux grands opérateurs de l'ESS gardois aussi. Il y a la co-organisation avec la CRES d'une journée de l'ESS au mois de novembre, l'accompagnement traditionnel de toutes les associations qui mettent en œuvre des politiques sociales, bien sûr, mais ça n'est pas vraiment identifié, ça n'est pas mis en visibilité comme étant de l'économie sociale et solidaire. Voilà, il y a de l'accompagnement auprès des associations aussi, dont on a vu qu'elles sont le gros du bataillon ESS. Mais ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, c'est une doctrine, en fait, un document opérationnel spécifique qui nous permette, bien identifié, qui nous permette d'intervenir de manière précise au titre de l'économie sociale et solidaire. Donc, à partir de là, a été prise la décision de rédiger un schéma de l'économie sociale et solidaire, donc qui vient en complément, je l'ai dit, du schéma des solidarités, du schéma unique des solidarités, mais qui est dédié à l'ESS et qui lui prendra la suite du livre blanc qui avait été porté par, je ne l'ai pas cité, je m'en excuse,
par Bérengère Noguier, qui est actuellement première vice-présidente du conseil départemental du Gard. Donc pour ce schéma de l'ESS qui, on l'espère, serait voté au début de l'année 2024, janvier 2024 même, et qui est actuellement en cours, la méthode envisagée est la même, c'est-à-dire une période de réflexion et une période de concertation, avec évidemment la mise en avant des compétences qui sont celles d'un conseil départemental, à savoir les solidarités, mais également l'axe de l'aménagement du territoire, dont il a été beaucoup dit jusqu'à maintenant, à juste titre, que c'était vraiment voilà, dans ce sens-là que l'ESS prend toute sa place, fait caisse de enfin, c'est l'échelon l'aménagement du territoire qui fait caisse de résonance, me semble-t-il, à l'économie sociale et solidaire. Voilà, et nous avons identifié, bien sûr, le besoin d'une attention particulière à ce que j'appellerais les territoires des marges. Je ne sais pas si c'est flatteur ou pas, mais ce que j'appelle les territoires des marges, ce sont les territoires, en gros, enfin tous les territoires qui ne sont pas urbains, à savoir les territoires, enfin urbains, si, non, dans les territoires urbains, on a par exemple les territoires qui sont en politique de la ville, puis les territoires qui sont périurbains, puis les territoires qui sont ruraux, puis les territoires qui sont hyper ruraux. Et dans ces territoires-là, dans ces espaces-là, le rôle de l'économie sociale et solidaire nous paraît déterminant. Et donc, voilà, nous avons repéré ça comme étant une zone d'intervention, des espaces d'intervention, non pas prioritaires, mais voilà, sensibles, sans exclure tout le reste, bien évidemment. Donc, au-delà de ces compétences solidarité et aménagement du territoire, il y a bien sûr quand même des thématiques que nous avons ciblées comme étant des thématiques phares, à savoir la jeunesse, l'éducation, la culture, le patrimoine, le sport, les loisirs et la transition écologique, ce qui recouvre un petit peu quand même le champ d'intervention, notamment de ce qui a été présenté et particulièrement au travers des associations. Donc, en un mot, je dirais que notre intention politique, c'est de favoriser l'émergence de structures et d'initiatives solidaires en faveur de l'égalité des territoires, en utilisant, si j'ose dire, l'adaptabilité, la créativité et l'innovation qui sont propres à l'ESS, me semble-t-il. Voilà. Donc, on est vraiment en cours de réflexion et il y a eu plusieurs réunions importantes, cadres, qui se sont tenues. Sera bientôt établi un calendrier de concertation à l'échelle du département. Alors, si vous voulez, alors on est vraiment dans l'écriture, hein, je ne voudrais pas déflorer quand même notre philosophie, notre politique, mais voilà, on a quand même, allez, sans aller trop loin dans le partage, mais quand même, hein, puisque c'est quand même bien dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire, vous dire d'abord que nous travaillons en partenariat avec une structure issue de l'économie sociale et solidaire. Donc, on essaie de mettre donc en adéquation le fond et la forme. Voilà, c'est un peu l'idée aussi. Dans les grandes idées que nous avons retenues, c'est promouvoir l'économie sociale et solidaire, voilà, avec quelques pistes d'action que je tiendrai secrètes. Améliorer l'accompagnement des grands acteurs dans le Gard, faire émerger des coopérations locales en réponse aux besoins des territoires, acculturer les élus et les personnels de manière à pouvoir mener une politique intégrée et peut-être créer un laboratoire départemental de l'économie sociale et solidaire. Allez, ça, cette fois-ci, j'ai un peu dit. Voilà, pour mettre tout ça en synergie, en dynamique et en partage. Merci beaucoup, Hélène Meunier, pour cette présentation, pour ce point d'étape qui illustre bien. Alors, nous, on aime bien dire que le département, c'est la collectivité des solidarités humaines et territoriales qui fait vraiment écho à ce que vous indiquez, que donc l'ESS est aussi un partenaire important des départements, avec des points un peu de questionnement qui ont été posés suite à la loi NOTRe
et au chef de file de la région sur le développement économique. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, et je pense qu'on y travaille les uns et les autres, la CRES aussi via ESS France, pour faire reconnaître la capacité d'intervention de l'ensemble des niveaux de collectivité en soutien à l'ESS, parce que l'ESS, c'est un projet économique, mais ce n'est pas qu'un projet économique, et toutes les collectivités, vous l'avez très bien illustré, ont la possibilité de soutenir, d'intervenir en soutien à l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a peut-être un point que vous souhaitez partager ou au sein d'un club des collectivités? Qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter ou trouver au sein d'un club des collectivités à l'échelle d'une région? Alors, je crois que je suis convaincue personnellement et politiquement par l'efficience et le rôle déterminant que pourrait jouer dans les années à venir et pour l'avenir l'économie sociale et solidaire. On voit que c'est vraiment, il y a besoin de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une acculturation à la fois, je l'ai dit, des élus et des personnels, c'est-à-dire il y a tout un travail de pratique, de décloisonnement à mettre en œuvre, puisque c'est un secteur qui touche un petit peu de manière transversale tous les domaines, je dirais, de la vie. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il change la vie. Moi, je suis très, très admirative des structures qu'on appelle les tiers-lieux. Voilà. C'est pour ça que j'avais insisté pour qu'on puisse faire un travail sur les tiers-lieux. Mais ce qui me paraît important par rapport à l'initiative que vous prenez aujourd'hui, c'est peut-être aussi, au-delà du travail de chacun, d'un partage des pratiques des uns et des autres pour gagner du temps, pour s'accompagner et se rassurer, si j'ose dire, et sans copier-coller, puisque de toute façon, c'est impossible dans la mesure où nos territoires sont tous différents et que c'est vraiment en adaptation à l'échelle des territoires et je dirais à l'échelle humaine presque, que se définit l'économie sociale et solidaire qui va bien pour telle ou telle collectivité. Mais pour gagner du temps et puis pour voir comment faire, peut-être aussi via des formations pour que les gens prennent connaissance de ce qu'il est possible de faire, changent un petit peu parfois leurs réflexes de travail et puis s'ouvrent, et qu'on arrive à attraper ce secteur qui échappe parce qu'il est complexe et parce qu'il est transversal. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, un des enjeux du club, je pense, ça va aussi être d'ouvrir un certain nombre de temps à l'ensemble des élus et des services des collectivités, et pas simplement aux élus et services directement concernés par l'économie sociale et solidaire, parce que vous avez aussi souligné la nécessaire transversalité de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, on va, en fonction des thématiques des clubs, et là-dessus, on compte vraiment sur vous pour pouvoir aussi mobiliser dans vos collectivités les autres délégations, aussi bien au niveau politique qu'au niveau des services. Merci beaucoup, Hélène. Je propose tout de suite de passer la parole et puis on aura un temps d'échange après. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. De passer tout de suite la parole à Catherine Gaven, donc vice-présidente du SICOVAL, puisque la question de la transversalité de l'ESS et du croisement entre l'ESS et les différentes politiques un peu sectorielles du SICOVAL, ça a été je crois, un des points de vraiment importants des travaux menés au sein du SICOVAL. Donc, Catherine, je vous propose… Oui, Voilà. oui, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Alors, moi, je suis ravie aussi, je tiens à le dire, donc de cette première, de ce lancement-là du club des collectivités. Donc, évidemment, je partage tout ce qui a été dit, notamment par Isabelle, à qui je fais un petit coucou, là, Isabelle Hardy du conseil départemental 31, avec qui on travaille sur ce sujet, vraiment en collaboration assez étroite.
Donc, tout ce qu'elle a dit, des valeurs que porte l'ESS, du contexte actuel, hein, avec voilà, des enjeux sociétaux, environnementaux, etc., pour lesquels les réponses viendront des territoires. Enfin, bon, je suis 100% d'accord avec toi, comme d'habitude, Isabelle. Donc, la présentation du SICOVAL, donc on a sur une première slide qui va arriver, voulu donc vous situer, puisque tout le monde n'est pas forcément au courant, ne connaît pas forcément notre territoire, donc une intercommunalité de 36 communes au sud-est toulousain, 80 000 habitants, donc un territoire traversé par l'A64, la RD 68, enfin une vraie ouverture vers l'autre partie de la région, hein, donc vers la Méditerranée, mais aussi vers Perpignan, l'Espagne. Voilà, donc pour nous situer. Donc, concernant, on peut passer à la slide d'après, c'était juste pour vous situer l'Interco. Donc voilà, alors au niveau du contexte de notre projet, donc en 2020, donc une volonté de lancer une nouvelle dynamique autour de l'ESS. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'économie sociale et solidaire chez nous était portée par la direction du développement économique et on ne s'en était pas vraiment saisi. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte que il fallait peut-être avoir une autre approche. Vous en parliez à l'instant, hein, avoir une vision vraiment transversale. Et en discutant avec notre président là, avant l'établissement des feuilles de route des VP, on a vraiment pris conscience qu'il fallait inscrire cette économie sociale et solidaire porteuse très souvent d'innovation sociale dans la feuille de route de la cohésion sociale pour avoir cette approche transversale qu'on va voir en suivant. Voilà, alors c'est une approche qui est basée bien sûr sur plusieurs piliers dont l'économie et le social, mais aussi sur l'environnement et la citoyenneté. Voilà, en gros, une démarche qui porte sur ces quatre piliers. J'essaie d'aller vite, hein, je serai après à votre disposition, bien sûr, pour toutes les questions. Donc, avant de lancer notre réflexion, nous nous sommes tournés vers la CRES Occitanie. Donc, on a vu tout à l'heure, Sarah nous a fait partager les éléments au niveau régional. Donc, on a demandé à avoir un petit zoom sur notre intercommunalité et on s'est rendu compte que on ne partait pas de rien, bien au contraire. Donc, sur le territoire du SICOVAL, on avait en fait un vivier, un terreau favorable au développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, sur le poids des établissements employeurs, on était à 11% d'employeurs issus de l'ESS, un emploi sur 10, 100 millions d'euros de rémunération brute. On est sur environ 3000 équivalents temps plein. Bon, voilà. Et Sarah en a parlé tout à l'heure, hein, dans le SICOVAL, dans notre intercommunalité, comme dans la quasi-totalité de la région, Occitanie, le secteur de l'action sociale est le plus pourvoyeur d'emplois dans l'ESS. C'est sans surprise, voilà. On est, voilà. Donc 36%, je crois, des emplois de l'ESS relèvent de l'action sociale sur nos 36 communes. Voilà alors là, je vais faire je résiste pas à l'envie de faire un petit clin d'œil à Michael Bello là, de Toulouse, pour dire que notre interco se situe en 3e position des EPCI en termes des établissements employeurs, juste devant Toulouse Métropole. Alors, je me fais un petit plaisir parce qu'ils font tellement de choses à la métropole que pour une fois qu'on passe devant, je lui fais un petit clin d'œil. Voilà. Donc, on peut continuer. Voilà, donc développer l'ESS, alors pourquoi bien, on sortait en 2020 des premiers confinements, on a lancé notre réflexion sur un fond de crise sanitaire avec une volonté, on l'a vu, des habitants, des citoyens, de s'impliquer sur le territoire, de renouer du lien social, de redonner du sens à leur vie et à leurs actions au quotidien, de réduire leur trajet domicile-travail, d'améliorer la qualité de leur vie.
voilà, dans un contexte voilà, où le télétravail se développait, dans une réflexion de réduire les impacts environnementaux. Donc là, l'ESS nous est apparu vraiment comme un formidable outil pour développer une économie plus vertueuse, porteuse de valeur, pour apporter aussi des solutions, des réponses innovantes aux besoins de nos habitants, aux besoins sociaux du territoire, voilà, pour renforcer la cohésion sociale, voilà, l'ancrage local, et puis quand même quelque chose qui est important à nos yeux, hein, c'est de créer des emplois non délocalisables. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Alors, comment on s'y est pris? Il y a eu, en gros, trois années et 3 phases. Donc, en 2021, on a défini des objectifs. En 2022, on a construit, on a formalisé et on va valider notre plan d'action. Voilà, et ensuite, on va rentrer vraiment dans la mise en œuvre. Alors, 2021, alors déjà à dire que pendant les confinements, notre chargée de mission, Éléonore Cyr, qui est quelque part dans une petite case de la visio avec nous aujourd'hui, a été très active, y compris pendant les périodes de confinement, pour nouer des liens avec de nombreux acteurs de l'écosystème, à la fois départemental et régional. Ça me paraît important à souligner parce que pour avancer, il faut, enfin, je vais en profiter pour glisser que pour avancer dans un projet, il faut des facteurs humains, mais pas forcément beaucoup de facteurs humains. Pas forcément beaucoup de moyens aussi. Par contre, des techniciennes très convaincues et convaincantes et très impliquées. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre. Voilà. C'est pas forcément d'avoir un gros budget qui est le nerf de la guerre, mais c'est d'avoir de la volonté et quelque part de chercher dans ce qui se fait, ce qui peut déjà être porté à connaissance, comment on peut faire un réseau. Tout ça, enfin, autant de choses qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de moyens financiers, mais par contre, de volonté, même si les moyens humains, je le redis, n'étaient pas énormes, ils ne sont toujours pas énormes au Sicoval. Voilà, donc 2021, on a défini les objectifs, le périmètre de notre projet. 2022, on a été vraiment dans une construction partenariale collaborative avec 3 phases. Donc, un état des lieux. Donc, on avait demandé à la CRES de réaliser un panorama qui a été porté à connaissance de tous les publics, enfin, du territoire en janvier 2022. Et notre chargée de mission, Éléonore, a enrichi ce panorama par des données qualitatives en allant donc sur le territoire, faire un état des lieux à travers différents entretiens auprès des acteurs locaux, mais aussi en interne, dans les directions du Sicoval, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'ESS est un outil de transversalité, donc on s'est tourné aussi vers les autres directions du Sicoval. Elle a ensuite réalisé donc, un diagnostic des besoins, en allant à la rencontre aussi bien d'élus que d'acteurs de l'ESS, de partenaires, d'autres agents en interne, donc 56 entretiens. Et enfin, on a mis en place des ateliers partenariaux, multi-acteurs, autour des grands axes qui avaient été identifiés dans ces diagnostics. Alors, une journée qui a été clé pour nous a été organisée à l'occasion du mois de l'ESS l'année dernière, hein, donc le 29 novembre, une journée d'échange et où on a réussi à réunir, alors tout public confondu, 70 acteurs, pour échanger, pour croiser les regards. Et vraiment, là, on a commencé à poser les socles, la base de notre stratégie, à la co-construire tous ensemble. Voilà. Donc, à côté de ça, en parallèle, hein, donc, on a commencé à mettre en place les premiers chantiers transversaux. Donc, on a par exemple, avec le conseil départemental 31, avec Isabelle, un projet en commun hein, sur une zone d'activité de notre intercommunalité sur lequel se projette une extension de cette zone avec 25% dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et sur cette zone-là, eh bien, nous avons chacun, le Sicoval et le conseil départemental, un lieu emblématique de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a
amorcer avec les porteurs de projets qui sont dans ces lieux, enfin, où pourraient l'être, une réflexion pour être en complémentarité, en bonne intelligence sur deux pôles qui pourraient être à 300 mètres, 300, 400 mètres l'un de l'autre. On y reviendra si vous voulez, je passe vite. Voilà, enfin, d'autres projets, nous avons intégré par exemple des clauses sociales dans les marchés publics, dans les deux plus gros marchés du Sicoval, le marché voirie et le marché entretien des locaux. Voilà, des exemples. Alors, quelle est notre vision de l'économie sociale et solidaire? Bien, pour nous, l'ESS est un formidable outil au service des transitions et au service des 5 transitions sur lesquelles se base ce mandat-ci, le projet politique du Sicoval, donc les transitions démographiques, sociétales, écologiques, économiques et numériques. Donc, c'est un projet vraiment de territoire co-porté par le Sicoval, les acteurs de l'ESS, les communes et les citoyens. Donc, j'ai sur trois piliers, donc l'économie, le social et l'environnement. On insiste sur le fait, sur le fait qu'il faut arrêter absolument d'opposer, puisque nos élus, les premiers, le faisaient, l'économie sociale et solidaire avec l'économie traditionnelle, l'économie de marché. Et au contraire, il faut voir comment elles peuvent s'imbriquer, se compléter, comment on peut créer des synergies. Alors, un exemple tout bête, hein, enfin, pas forcément très ambitieux, mais je trouve qu'il illustre bien voilà, ce qu'on peut faire avec peu de moyens. On a mis en place une boucle de réemploi au niveau du matériel informatique sur le territoire. Et alors, donc, dans cette boucle nous permet de réunir des grosses entreprises de l'économie classique du Sicoval qui, lorsqu'elles renouvellent leur parc informatique, eh bien, font passer leur ancien matériel à un acteur chez nous du réemploi, un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui reconditionne ce matériel informatique. Et donc, le troisième niveau, c'est celui de la mission locale et des associations caritatives du territoire qui repèrent des personnes en fragilité sociale ou fragilité numérique, voire voilà, plus grande fragilité, pour leur permettre d'avoir ce matériel qui pour aller consulter le NT avec ses enfants, qui pour chercher un emploi. Voilà, donc je trouve que c'est un beau trait d'union entre des acteurs de l'économie traditionnelle, un porteur de projet ESS et un public fragilisé de notre territoire. On peut passer à la slide d'après si vous voulez. 2 minutes. À part s'il y a des questions. Alors, donc quelque chose qui est capital pour nous, c'est de dire que l'ESS, économie sociale et solidaire, n'est pas une politique de plus dans les projets. Ce n'est pas un projet de plus dans le millefeuille des projets de notre intercommunalité. C'est un outil, par contre, transversal au service des différentes politiques sectorielles du Sicoval. Ça me semble essentiel. Voilà, donc ce projet économie sociale et solidaire vise à élargir et à approfondir les possibilités de s'appuyer sur les structures ESS comme partenaires de l'action publique, voire de s'impliquer dans la création, le développement de solutions hybrides et innovantes pour répondre aux besoins du territoire, aux besoins sociaux notamment du territoire. Voilà, donc par nature transverse, l'ESS que nous voulons aujourd'hui, elle repose vraiment sur ces 4 piliers, donc économie sociale, environnement et citoyenneté. Voilà. Alors, en interne, elle est co-portée aujourd'hui, enfin, elle est vraiment portée pleinement par la direction de la cohésion sociale, mais travaillée avec les autres directions. Et notamment celle du développement économique pour renforcer les synergies entre les acteurs. Voilà, on peut passer peut-être… pardon, excusez-moi, il y avait une dernière diapo peut-être Oui. Ok. Très, très vite. Là, ouais, j'ai été un peu longue, mais j'ai du mal quand je suis lancée. Je suis désolée. Mais on peut voilà, bon, ça, je pense qu'on l'a déjà dit, à peu près. Voilà. Donc, le projet qui est ça, je l'ai déjà dit, en fait,
un petit peu à travers tout ce que j'ai dit. Alors voilà, aujourd'hui, une stratégie donc, qui va se décliner en 3 axes et 3 phases. Donc, je ne vais pas relire. Donc, vous voyez donc nos 3 phases, donc pilotage et animation, connaître et faire connaître, donc puisqu'il s'agit de promouvoir cette ESS et accompagner et soutenir donc les acteurs, favoriser un écosystème pour développer cette économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors, les 3 phases, c'est la dernière slide, rapidement. Voilà. Donc, sur 2022-23, donc c'est une phase qui est déjà entamée, donc, qui permettra de poser les bases du projet avec les moyens que nous avons, les faibles moyens que nous avons aujourd'hui. Sur 2024-2025, on va renforcer la dynamique collective et mettre en place des actions plus structurantes. Et sur 2025-26, on espère engager sur le territoire des actions vraiment à long terme. Voilà. Voilà, donc même avec peu de choses, juste vous dire quand même, peut-être pour mes collègues élus ou techniciens des autres intercos, que pour lancer cette stratégie, on a composé avec un petit budget de 20 000 €, c'est tout. Voilà, donc il ne faut pas, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément des grands moyens pour faire quelque chose, en tout cas pour lancer les choses. Par contre, des techniciens et des élus, je pense, convaincus. Voilà. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Alors, je vais juste prendre une question donc de Alban Jean Pétavy du département du Gard sur le spazer. Est-ce que vous avez mis en place un spazer? Et puis, je passerai la parole ensuite directement à Caroline Dufoy qui pourra aussi répondre à la question du spazer et présenter la démarche de Montpellier. Donc, simplement pour rappel, le spazer, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est un outil qui a été mis en place depuis la loi de 2014 et qui oblige une collectivité qui a plus d'un 50 millions de chiffre d'affaires, de budget d'achat par an, à mettre en place un schéma pour favoriser les achats responsables. Est-ce qu'au niveau du Sicoval, vous avez mis en place ce spazer? Alors, je suis contente que vous me posiez la question parce que je suis convaincue qu'il faut absolument mettre en place un spazer au Sicoval. Et donc, j'en avais parlé à mon collègue là, qui est vice-président, justement, qui s'occupe des finances, marchés publics et tout ça. Et dans 15 jours, nous lançons une réflexion vraiment sur nos marchés publics et sur la mise en place d'un spazer. Voilà. C'est vraiment d'actualité, mais ce n'est pas encore fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ce sera, je pense, aussi un des sujets du club des collectivités. Ici, en attendant, il y a pas mal de ressources sur le site du RTES, sur les spazers, les différents spazers mis en œuvre dans les collectivités. Je vous propose tout de suite de passer… Je me permets de rebondir et n'hésitez pas pour le coup sur la question des achats socialement et écologiquement responsables. On a une vraie mission ressources de promotion des achats, donc on a aussi pas mal de ressources en région et de possibilités d'accompagner. Tout à fait, puisque la connaissance des acteurs de l'ESS est absolument fondamentale pour pouvoir mettre en œuvre ces spazers et en faire un outil de pilotage intéressant. Caroline Dufoy, donc vous êtes élue à l'ESS à la ville de Montpellier. Est-ce que Montpellier a un spazer? Et puis, je vous proposerai ensuite de présenter donc en 10 minutes maximum la démarche engagée par Montpellier. De toute façon, bonjour à tous. De toute façon, je dois partir, donc je vais être assez rapide. Oui, Montpellier a un spazer, mais je comptais juste en parler 2 minutes dans ma présentation. Donc bonjour, je suis Caroline Dufoy, je suis déléguée à l'ESS à la ville de Montpellier. Je suis ravie de participer à ce lancement du club des collectivités parce que pour moi, quels que soient les sujets, plus il y a de l'échange de transfert de savoir, de savoir-faire, de pratique, plus on est tous gagnants dans le choix de nos politiques publiques. Donc oui, je trouve que c'est très intéressant qu'on soit tous là pour échanger, pour en tout cas les présentations qui viennent d'être faites. On va un peu se répéter parce que finalement les différentes politiques publiques par rapport à l'ESS, on est un peu sur la même chose, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on va tous un peu dans le même sens.
Alors, en plus, ce qui est intéressant aussi quand on travaille ensemble là, c'est que dans l'ESS, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, les maîtres mots, c'est coopération, gouvernance démocratique, transversalité, réponse aux nombreux défis auxquels nous devons faire face et surtout pouvoir répondre au mieux aux attentes. Donc, on a vraiment, nous, collectivités, un rôle essentiel à jouer et surtout à voir comment on peut apporter des réponses qui soient vraiment concrètes et adaptées à ce qu'on nous demande et ce qu'on attend de nous. Alors, c'est important aussi d'identifier les leviers sur lesquels on peut travailler et s'appuyer dessus. Alors, j'allais dire que la chance que j'ai, je vous ai écouté, je pense qu'on a, nous, à Montpellier et la métropole de Montpellier, qui est donc composée de 31 communes, c'est qu'on a un territoire où l'ESS est présent depuis très, très longtemps. On a une vraie habitude, mais dans le bon sens du terme, de travailler ensemble. On a un écosystème qui est vraiment professionnalisé, structuré. Bien évidemment, il faut qu'on continue, mais nous, bon, Michael Delafosse, le maire, connaît très bien en plus ces questions-là, mais on a vraiment, on arrive, j'allais dire qu'on a vraiment un terreau qui est très fertile pour mener tous les différents publics que nous souhaitons mener. Je pense que la première chose qui est importante qu'il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'avoir une volonté clairement affichée par un politique, c'est-à-dire qu'on est un maire ou un président, quelle que soit la collectivité, qui porte et qui mette en avant l'ESS. Je pense que sans ça, déjà, on n'arrivera à rien. Il faut que ça soit vraiment une volonté très, très forte qui soit exprimée. Un des leviers pour moi qui est essentiel, c'est qu'on s'appuie sur tout l'écosystème dont j'ai parlé. Et le premier, c'est déjà d'avoir des relations avec nos partenaires institutionnels, que ce soit l'État, mais aussi les autres collectivités, qui soient de bonnes relations pour qu'on puisse ensemble travailler et mettre en place des politiques cohérentes sur nos territoires. Je pense que si on ne travaille pas ensemble, on peut faire des choses, mais malheureusement, on n'optimisera pas du tout ce que l'on pourrait mettre en place. Donc, je crois que là, nous, on veille avec nos équipes, que ce soit les équipes de l'ESS, les équipes de la cohésion sociale et autres, de travailler vraiment le mieux possible avec l'État, et je pense l'État, le département et les autres collectivités. Je crois qu'on arrive vraiment à le faire et on le voit depuis qu'on est arrivé. Il y a vraiment même les acteurs, et peut-être que la CRES pourra en parler elle-même, je crois qu'il y a une vraie dynamique qui s'est mise sur notre territoire parce qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va tous dans le même sens. Les deuxièmes, évidemment, les leviers principaux avec lesquels on peut travailler, c'est bien évidemment les têtes de réseau. Donc, je vais citer en premier la CRES. Je remercie d'ailleurs d'organiser cet événement aujourd'hui. Alors, la CRES, nous, notre mission là, c'est de remettre un peu la CRES au cœur, dans le département d'Hérault et sur un territoire, de remettre un peu la CRES au cœur dans sa pleine mission, parce que les dernières années, elle a été un petit peu moins présente. Et là, depuis 2 ans, je trouve qu'on a retrouvé une dynamique. Donc, moi, mon objectif, il est vraiment de retravailler avec la CRES et de vraiment la mettre à sa juste place, puisqu'elle est là pour diffuser toutes les valeurs et les principes de l'ESS et nous aider à le développer sur le territoire. Et bon, pour l'instant, je crois qu'avec Sarah, ça se passe assez bien et j'en suis vraiment, vraiment ravie. Et puis, nous accompagnons aussi les têtes de réseau, le URSCOP en particulier, pour donner toute cette dynamique au SCOP sur notre territoire. On accompagne bien évidemment les structures qui permettent de financement solidaire, qui sont l'ERDI, France Active, parce que s'il n'y a pas de moyens, mais il y a beaucoup de projets qui ne se mettront pas en place. Donc, c'est important qu'ils soient là. Donc, nous les soutenons, comme nous soutenons aussi les couveuses d'activités qui permettent aux projets d'essayer de voir comment elles peuvent se développer. Ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier levier sur lequel on s'appuie. Le deuxième levier, parce que, bon, vous l'avez dit, mais je ne vais pas répéter, l'importance de l'ESS, elle est à la fois dans l'innovation, mais elle est aussi réparatrice. Et pour nous, c'est très important qu'on travaille avec toutes les structures qui sont sur le secteur de l'IAE. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce sont aussi souvent ces structures-là qui sont sur les questions liées à l'environnement, problématiques qu'on rencontre actuellement, des enjeux environnementaux. C'est souvent elles qui travaillent là-dessus, la gestion des déchets, le recyclage, etc. Donc, on a, dans le cadre de la politique de la ville, on a un accompagnement assez fort auprès de toutes ces structures et on essaye aussi de les accompagner quand on peut, que ce soit peut-être moins financièrement, mais par notre présence auprès d'elles quand elles font des événements. Donc, alors, je ne sais pas si je peux vous donner des exemples, mais on a l'entreprise Assertion Envie, on a Recycle, on a aussi Consigne qui travaille sur le verre, on a des chantiers d'insertion qui sont sur la réparation de vélos, on a des chantiers d'insertion sur le maraîchage, etc. Donc, on est vraiment là-dessus. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire quand même aussi en début, c'est que comme on a une stratégie qui est d'être une ville solidaire et durable. Ça, c'est vraiment une volonté de Michael Delafosse. C'est une des stratégies. Donc, on va travailler sur le développement des solidarités et l'égalité des chances, de favoriser une alimentation saine et durable et d'accélérer l'économie verte. Et on se rend compte que sur ces thématiques-là, l'ESS est très présente.
que ça soit sous la forme, comme je le dis, de structures d'insertion un peu réparatrices, mais aussi sur tout le côté innovation avec des scopes et des jeunes entreprises qui arrivent avec de nouvelles idées. Un des troisièmes piliers sur lesquels on s'appuie aussi, qui pour moi est très important, c'est que l'ESS ne peut pas faire non plus sans l'économie privée. Je pense qu'on est un tout, on est global, on fait partie de l'économie et qu'il est important aussi qu'on puisse sensibiliser les entreprises à travailler sur ces questions-là. Ça se fait beaucoup par la RSE, entre autres. La loi 2014 permet aussi les entreprises à mission. Alors nous, on a une association, vous avez, je pense qu'enfin dans le Gard en tout cas, elle y est, c'est Facero. Donc, on travaille avec Facero puisqu'elle est vraiment le lien avec le monde du privé. C'est un endroit où on peut retrouver des entreprises du MEDEF, des entreprises de la CPME, toutes formes d'entreprises, en même temps des entreprises et des associations de l'ESS. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on fasse ce lien pour que, aussi, on soit, qu'il y ait vraiment une passerelle entre l'économie, entre les structures de l'insertion, les structures de l'ESS et les structures et les entreprises privées, et qu'en même temps on réfléchisse ensemble au devenir d'un territoire. Et on ne peut pas faire, moi je suis intimement persuadée que là, à l'heure actuelle, compte tenu de nombreux enjeux qui nous attendent, on ne peut pas faire sans. Et il faut qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Et qu'on ne soit pas chacun dans nos silos sans voir ensemble l'avenir d'un territoire. Donc là-dessus, on a cette approche un peu économique. C'est une approche un peu plus économique, mais je pense qu'elle est importante. Et d'ailleurs, tous les projets, je pense que sur vos territoires, c'est pareil. On voit des projets fantastiques arriver, portés par des scopes ou portés par d'autres entreprises d'insertion ou autres, et qui répondent vraiment aux problématiques très, très locales. Alors après, l'autre levier, c'est la commande publique. Là, il y a une vraie habitude à la métropole de Montpellier. Il y a une plateforme déjà qui existe depuis longtemps. On accompagne les donneurs d'ordre pour qu'ils remplissent mieux leur clause sociale. Il y a des temps, donc la CRES, on a été souvent à l'origine, des temps d'échange entre les acheteurs publics et des entreprises, souvent politiques de la ville, qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, comment elles peuvent se connaître et comment peut-être elles peuvent aussi faire des affaires. Et puis, il y a ce dont on a parlé, le SPASER. Effectivement, sur la métropole de la ville de Montpellier, on vient de ça vient de se faire, mettre en place un SPASER. Ça veut donc dire que maintenant, là, on s'est donné des objectifs. Dans les années qui viennent, de plus en plus de critères liés à l'environnement et des critères sociaux seront pris dans les différents marchés publics. Alors, on a commencé par évidemment une mise à plat de ce qui existait déjà. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fonction des directions, il y avait déjà des directions, ça se faisait naturellement. Il y avait quelques données, quelques critères qui étaient qui déjà avaient déjà cet esprit. Et puis, il y avait d'autres directions, il n'y avait pas du tout. Ça ne rentrait pas du tout. Alors, donc, le travail qui est là en ce moment, c'est effectivement d'arriver à ce que tout le monde s'approprie cette notion de SPASER. Qu'est-ce que c'est que le SPASER? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quels critères on met en place? Et avec ces objectifs sont mis en place, il y a évidemment des évaluations qui vont être faites très, très régulièrement. Si vous voulez après j'ai vu que la question tout à l'heure était peut-être un peu technique, donc là on a une direction qui s'en est occupée. Je pense que là le lien il pourra être fait avec cette direction, c'est la direction d'achat public qui l'a menée et ils ont mis un an et demi à y travailler. Ils sont allés assez vite, je dois dire, et voilà. Donc maintenant on a notre SPASER. De toute façon c'était une obligation, mais qui n'était pas mise en place. Donc j'allais dire, on a eu l'initiative, mais pas complètement, puisque c'était une obligation qu'il fallait qu'on fasse. Voilà, donc ça, je pense qu'aussi, ça va permettre à tout le monde de s'approprier. Et les retours des agents sont contents parce que ça donne aussi du sens à leur travail. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. En interne aussi, je pense que ça donne du sens parce que ça ne se faisait pas obligatoirement avant. Et peut-être de savoir effectivement comment une entreprise trie ses déchets, qu'est-ce qu'elle fait, le papier, comment elle fait, etc. Ça veut dire aussi qu'on participe tous à cet effort qu'il faut qu'on fasse par rapport aux enjeux climatiques. Ensuite, un des derniers enjeux, parce que je ne vais pas aller plus loin, parce que je pourrais vous citer beaucoup de choses, c'est la loi 2014 aussi offre de nouvelles formes de coopération, donc les territoires de coopération, mais aussi les SIC. Alors, je vais partir d'un exemple très concret parce que c'est ce week-end que ça se passe à Montpellier. Il y a une SIC qui s'est créée. Donc, nous, l'idée, c'est d'accompagner la mise en place de ces SIC. Il y a une SIC qui s'appelle Recycloc, qui s'est développée sur Montpellier, qui rassemble la majorité beaucoup d'acteurs de la filière du textile qui souhaitent effectivement, vu les problématiques rencontrées en termes de déchets,
de mauvaise attitude par rapport à l'environnement, de la mode à l'heure actuelle. Ils ont envie de changer complètement les choses. Et donc, on a ce week-end à Montpellier le festival de la nouvelle mode qui va parler de la question du réemploi, du upcycling pendant 2 jours et qui va sensibiliser et informer les Montpelliérains sur tout ce qui existe actuellement. Et la ville de Montpellier, par exemple, elle a mis à disposition, son aide, c'est de mettre à disposition la place du Pérou. Je ne sais pas si vous connaissez Montpellier, mais c'est une très belle place où on espère beaucoup de monde venir pendant ce week-end. Voilà. Donc c'est que nous aussi, voilà. On essaye en fait, je vous dis, on a cette chance, nous, vraiment, d'avoir ce territoire qui est déjà très riche en termes d'acteurs et d'activités et d'actions. C'est un territoire où ça innove beaucoup. Il y a beaucoup d'idées qui se font. C'est voilà, Recycloc, ça s'est fait sans nous, quelque part. C'est une équipe qui a travaillé ensemble. Donc, à nous de savoir s'en saisir, les collectivités, savoir s'en saisir, de savoir construire aussi après avec eux, les aider et voir comment on peut les aider et les mettre en valeur. Voilà, je pense que c'est surtout notre rôle. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix, les collectivités. Si on ne prépare pas notre territoire, face au changement climatique, mais si on ne prépare pas non plus notre territoire pour les nouvelles générations, on passera à côté de quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est notre défi à nous qu'il faut qu'on tienne. Et en tout cas, moi, avec le maire que j'ai, président de la métropole, j'ai aucun souci. On fait de belles choses, je pense, et on continue notre dynamique qui est de maintenir tout ce qui existe sur le territoire et de donner encore plus d'impulsion quand c'est possible. Voilà. Donc, je suis ravie en tout cas de participer à ce temps et à ce club des collectivités. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc sur les SIC, notez dès à présent la date du 22 juin avec la journée à Albi. Vous avez souligné dans votre intervention aussi la nécessaire coopération entre les différents niveaux de collectivité locale et avec l'État. Ce sera aussi, je pense, un sujet à partager au sein du club des collectivités sur comment ville, intercommunalité ou métropole, département, région et État peuvent travailler ensemble et en tout cas, ce type de bonnes pratiques, j'ai envie de dire d'initiative est vraiment intéressante à partager parce que c'est pas toujours le cas sur les territoires et l'articulation entre les niveaux de collectivité. On a beaucoup parlé de coopération entre acteurs de l'ESS et collectivités, entre acteurs de l'ESS et économie classique, mais entre niveaux de collectivité, c'est vrai que c'est souvent un défi. Je vous propose de passer la parole au dernier témoignage, mais n'hésitez pas pendant ce temps à partager des questions ou des contributions dans le chat. Sur Recycloc, effectivement, qui est un des PTCE qui a été accompagné par la CRES Occitanie, superbe initiative. Je vous propose de passer la parole à Marilyn Salmouni. Alors, sur une petite village, une approche assez différente, mais avec on verra une richesse aussi de la vie associative et comment, de la vie associative, on passe à une politique en faveur de l'économie sociale et solidaire. Marilyn, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme tout le monde, je suis ravie du lancement de ce club parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on fait partie des territoires un peu en marge, on va dire ça comme ça, périurbains en tout cas. Et c'est vrai que quand on est dans la promotion de l'ESS, on a vraiment besoin d'être en lien avec les autres. Faire partie d'un réseau, c'est hyper important. Donc, je suis ravie de lancement de ce club et d'avoir entendu toutes les choses intéressantes qui se font à l'échelle de la région Occitanie. Vraiment, c'est super intéressant. Donc, moi, je suis élue avec la charge de l'ESS sur mon village qui a 1750 habitants, qui est à l'est de la région et complètement à l'est aussi du département du Gard. Et donc, je vous ai mis une petite photo, on est sur un éperon rocheux et on est le seul village qui a la vue sur le pont du Gard. Voilà, ça, c'était pour la pub. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'idée, c'était de me présenter un peu parce que ça me paraissait important. C'est que, donc, moi, je suis d'abord un technicien de l'ESS.
J'ai bossé quasiment toute ma vie dans l'accompagnement et le développement de l'économie sociale et solidaire. Et en particulier, j'ai fait un long passage à France Active. J'ai porté le DLA, j'ai fait du financement parce que j'étais convaincue au bout d'un moment, quand on travaille à l'accompagnement d'associations qui sont employeuses, à bien comprendre que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça a été dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je me suis là-dedans. Donc, je suis vraiment sur la consolidation des modèles économiques. Et j'ai été pris, comme beaucoup d'entre nous, par l'éco-anxiété, m'a vraiment saisie, m'a vraiment pris la tête. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est une fenêtre de tir. Mais la question de la transition écologique est une fenêtre de tir incroyable pour nous, pour les acteurs de l'ESS. C'est vraiment parce que, je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Parce que, parce que dans la transition écologique, dont on parle tous, dont les politiques publiques parlent toutes, on a bien, moi j'ai mis 3 trucs, mais il y en a 100 000, mais au moins l'accompagnement des changements des pratiques, qui est une pierre angulaire pour moi de la transition écologique, avec toutes ces assos qui font, par exemple, le collectif Zéro Déchet, la sobriété, parce qu'on est sur des modèles économiques non lucratifs ou avec une lucrativité limitée. Et il faut le dire, les associations et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont pionniers dans la transition écologique et sociale. Il ne faut pas l'oublier aussi. Par exemple, tout ce qui a été fait autour de l'économie circulaire, la mobilité partagée, etc. etc. Bon, ça, je le dis, mais je pense que tout le monde le sait, mais ça fait du bien de se le redire. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors pour nous, j'arrive dans ce village, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager dans cette équipe très plurielle. C'est pour ça que j'y suis allée aussi, parce qu'elle était plurielle. Et que voilà, il y avait plein de sensibilités politiques. Et donc c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes ces sensibilités politiques autour de la table pour vraiment avoir cet échange important pour se mettre d'accord. Avec toutes ces sensibilités politiques, et notamment sur ce sujet de la transition écologique et donc en lien avec l'ESS. Donc moi, mon boulot, mon truc, c'était donc de m'engager sur mon territoire, carrément en faisant de la politique, ce qui n'était vraiment pas mon projet au départ, et d'agir comme un petit colibri à l'échelle de mon village pour promouvoir cette économie. Donc, c'est pour ça que je parle d'un changement de paradigme entre, on va dire, la vie associative, comment on passe de la vie associative à l'économie sociale et solidaire, et faire comprendre, en fait, que les associations, certaines, celles qui sont employeuses, qui ont des modèles économiques, ce sont des acteurs économiques en tant que tels. Donc, tout ce que je vais vous décrire, là, c'est beaucoup aussi de l'acculturation de l'équipe, élus et techniciens. Toute une logique d'acculturation au niveau de l'équipe, de la municipalité, mais aussi évidemment du territoire. Parce que nous, alors contrairement à d'autres territoires, on a une vie associative qui était largement bénévole et peu de représentants vraiment de l'économie sociale et solidaire. On en a 3 assos employeuses, dont une MFR. Donc l'engagement, ça a été la première chose que j'ai faite, c'est dire il faut systématiser le recours à l'IAE. Il faut, dès qu'on peut, on fait de l'IAE. Tout le temps, il faut faire bosser d'abord les assos pour tous les petits travaux qu'on peut faire. Nous, on a évidemment une petite commune, vous avez bien compris qu'on a un tout petit budget, donc ce petit budget, le dédier aux acteurs de l'IAE dès que c'était possible. Ensuite, la création d'une délégation ESS, parce que ça a été dit tout à l'heure, la visibilité est importante pour faire connaître l'ESS. Organiser aussi des réunions avec les associations visant donc à renforcer le lien municipalité-association et de les associer au projet stratégique. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis technicien et j'étais du côté plutôt comme la CRES, France Active, les DLA, etc., plutôt côté accompagnement. Et on travaille beaucoup sur la question de l'ancrage territorial et du lien avec les collectivités. Et de cette place-là, j'ai pu observer à quel point ce lien, cette coopération, association ou acteurs de l'ESS et collectivité était vraiment à repenser, à réfléchir, notamment à ce qui a été dit tout à l'heure et qui me paraît essentiel, c'est la formation des élus, mais ça, j'y reviendrai après.
Donc, c'est pour ça que voilà, je suis sur ce lien entre la mairie et les assos pour les associer aux projets communaux et stratégiques et stimuler l'interassociatif parce qu'on est encore vachement en silo sur mon territoire. Slide d'après, s'il vous plaît. Ensuite, alors ça, c'était pas arrivé tout de suite. Je suis arrivée en 2020. On a réussi à adhérer au RTES en 2022. Ça faisait partie de mon projet, vraiment de faire passer ça, de dire, voilà, il faut qu'on s'engage dans ce réseau qui est important. Donc, on est adhérent maintenant. J'ai également, dans une logique de professionnalisation et d'acculturation, fait évoluer le dossier de subvention en utilisant un CERFA-État. Pourquoi ? Pour apprendre aux associations, parce que notre dossier de subvention était, on va dire, pas forcément, permettait pas forcément de faire des liens assez rapides pour aller demander des sous à l'Europe, au département, à l'État ou à d'autres collectivités. Donc, c'était dans une logique pour leur apprendre à utiliser des CERFA. La diffusion des appels à projets et des campagnes de subvention, voilà, dès que possible. On a lancé aussi, donc c'est la marque d'un engagement de la commune sur un budget un peu plus conséquent pour les associations. Donc, un appel à projet interassociatif en lien avec un projet fort de notre commune, c'est qu'on va déménager notre groupe scolaire du haut du village vers le bas du village. Donc, imaginez le haut du village, le centre-village sans école. Symboliquement, c'est très fort. Et c'est quelque chose que je pense que nous devons accompagner. Je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus sur les associations pour accompagner cette transition, en fait. Donc, on a fait un appel à projet en mettant quand même en thématique transversale la mobilité douce. Et l'idée, c'est de travailler en interquartier, faire des animations, alors ce qu'ils veulent, du sport, de la culture, en interquartier, mais en visant à relier les différents quartiers parce qu'on a, voilà, on a une configuration géographique qui fait qu'il y a le Castillon du Haut et le Castillon du Bas. Slide suivante, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop vite. Merci. Ouais, et Marie, je vous propose de passer assez rapidement peut-être aux deux projets et de les présenter vraiment en quelques minutes, en sachant que les diaporamas seront transmis et que, voilà. Mais là, on a un petit peu pas de problème, on y va. La slide d'après, donc, du coup, si on passe celle-là, voilà, on passe celle-là, donc vous avez vu, il y a un jardin. Donc, l'action phare, donc on est content et qui va s'inscrire dans une logique, voilà, sur un projet à plus long terme, c'est d'avoir lancé un jardin partagé. Donc, en gros, on a lancé des jardins partagés sur nos anciens potagers qui étaient totalement en friche. Donc, on a fait appel à un chantier d'insertion pour défricher tout ça, proposer à des habitants qui s'en sont vraiment emparés. Et donc, ça permet, c'est un pôle pour nous de vie sociale, de convivialité, etc. Slide suivante, je vais très vite, hein, parce que ce projet-là, il est relié à celui-là, le projet phare en fait de notre village, qui est voilà. Donc, j'ai remis une photo du centre-village. Vous avez vu, on est sur un éperon rocheux, donc il y a une très grande densité au niveau du centre-village. Et on a notre centre-ville, où on voit un peu le clocher de l'église, avec la photo qui est en bas, qui représente notre centre-village. Et en fait, il se trouve, slide suivante s'il vous plaît, il se trouve que nous allons récupérer, nous avons un bâti communal disponible énorme, mais énorme. Parce que l'école, le bloc communal, le bloc scolaire s'en va. Donc, ça nous fait école maternelle, école primaire. On a récupéré un viager et on a la boulangerie qui nous appartient. Donc, on a quasiment toute la rue qui nous appartient. Donc, on s'est dit, voilà, l'idée, c'est que c'est un centre-village qui est totalement à réinventer, à accompagner dans cette transition. Donc, le SS pour le dynamiser, tout simplement. La slide suivante. Voilà. Donc là, je vous ai mis des photos de celui-là, mais on ne va pas parler des autres. Mais en gros, l'idée, c'est de faire un tiers-lieu éclaté sur différents sites avec différentes thématiques. On est en pleine réflexion, on n'a rien choisi. Là. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas confidentiel, mais en gros, on est en réflexion sur ça. Le premier truc qui nous paraît certainement il va être fait, c'est que sur les photos, vous voyez, on a une boulangerie et une vieille maison. C'est la fameuse maison qu'on a récupérée en viager. Elles sont côte à côte, il y a moyen de les relier. Et le rez-de-chaussée de cette vieille maison, avec on voit le portail, là, en fait, c'est une salle voûtée du Moyen-Âge.
Sur la photo d'après où j'ai mis le cercle jaune, à l'arrière de cette maison, il y a un immense jardin qu'on entraîne, réhabiliter, machin, machin. Donc notre idée, c'est que cette boulangerie, on aimerait qu'on la connecte à cette maison pour faire un café villageois à côté. Mais dans une logique SIC. Enfin, on peut pas mettre un costume juridique avant, mais l'idée, c'est qu'il y aurait un partage de ce lieu entre une entreprise plutôt privée, on va dire, et une association. L'idée, c'est de les faire cohabiter, comme ça se fait déjà ailleurs, parce qu'on a besoin d'un lieu de convivialité, un café villageois, ils vont pouvoir faire du cinéma, de la culture, du machin. Et au premier étage de cette maison, c'est une maison qui appartenait à un peintre qui était un peu connu sur la place, qui s'appelle Tarsus. Et au premier étage, en fait, on a récupéré cette maison. Donc, c'est la maison d'un peintre. Donc, il y a forcément une verrière. Et donc, l'idée, c'est de s'approprier ce lieu pour en faire, on se dit, bon, le destiner aux arts visuels, à la peinture, pourquoi pas en lien avec le PCC du Pont du Gard, etc., etc. Voilà, je m'étale pas, on a plein d'idées, mais on peut passer à la fin. Ouais, merci beaucoup, Catherine. Je pense que voilà, le projet de Thierry, on passe. Ça donne très envie d'aller. On va mais venez. Alors là, ces photos-là, c'est le bloc, donc à gauche, c'est l'école maternelle qui est dans une chapelle romane. Et la maison, le bâtiment du milieu, c'est l'école primaire. Donc, elles sont éclatées. Et donc là, on pense, bon, en tout cas, il y a une idée autour de l'intergénérationnel parce qu'on a aussi une maison de retraite. Donc, cette chapelle romane, a priori, il y a une crèche parentale qui va s'y installer. Et moi, je pense que c'est important qu'il y ait des liens entre cette école, enfin, cette crèche parentale et notre maison de retraite pour mettre de la vie aussi, de l'intergénérationnel. Bon, on peut aller jusqu'à la fin. Je voudrais juste te donner un mot de conclusion qui est cher à mon cœur en ce moment. Vraiment, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Pour moi, il y a un des leviers très, très forts, c'est la question de la formation des élus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, je dis bien, il existe un DIF élu. Qui permet en fait à ces élus, enfin ils ont un compte comme un salarié, ils ont un DIF et ils peuvent très bien l'activer pour faire des formations. Et il y a des organismes de formation qui sont sur la place, qui font ça. Et pour carrément être hyper transparente, il y a un organisme de formation avec lequel je travaille qui a vraiment mis en place toute une formation sur la transition écologique, faisant intervenir beaucoup de spécialistes. Voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, vous pourrez me contacter. On pourra, oui, tout à fait, partager les coordonnées de cette offre vraiment géniale. Bon, j'interviens dedans, je préfère être transparente, j'interviens dedans et moi, j'interviens sur l'ESS comme allié de la transition. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marilyn, pour ce très beau projet présenté. Très rapidement, enfin, je pense qu'on ne va pas forcément faire les synthèses et leviers, mais je trouve que ce qui était vraiment intéressant dans vos témoignages, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment apparu, c'est on retrouve un peu les mêmes éléments avec des types de collectivités très différentes, et peut-être d'abord le portage politique et le facteur humain qui est assez déterminant pour ces projets, le fait d'avoir une délégation à l'ESS qui permet vraiment d'avoir une visibilité et pour les acteurs de l'ESS du territoire, d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice au sein de la collectivité. Le double portage politique et services nécessaires pour développer ces projets. Et donc, en termes de besoins, la question de l'acculturation, de la formation des élus et des agents, qui est également un point très important. Autre point qu'on a vu dans les différents témoignages, c'est la question de la transversalité de l'ESS dans les différentes politiques publiques et l'aspect partenarial. On a beaucoup évoqué la question de la concertation, de la co-construction, avec parfois des journées impulsées par les collectivités, réunissant les acteurs. Donc, cette question de la co-construction, de la concertation, c'est aussi un des leviers, enfin, en tout cas, une des conditions pour une politique ESS.
qui se traduit ensuite dans une feuille de route, une stratégie, un plan d'action. On a vu différents termes utilisés, mais il me semble que ce qui était mis en évidence, c'est aussi l'importance d'avoir à un moment donné une visibilité, une formalisation de la démarche de la collectivité dans une feuille de route ou un plan d'action. Sur les différents leviers, alors peut-être plus précis, ont été évoqués l'importance déjà de connaître les acteurs du territoire, avec notamment l'appui très souvent de la CRES pour réaliser ces diagnostics, connaître les ressources des territoires et les besoins aussi des territoires avec des diagnostics partagés. L'importance aussi, au-delà de connaître et de faire connaître, avec des petits exemples sur le journal municipal, c'est souvent des outils, par exemple, qui sont intéressants pour faire connaître les acteurs du territoire. C'est aussi tout le rôle d'animation de la collectivité. Et je pense qu'au travers de vos témoignages, on a bien vu ce rôle d'animation de la collectivité en lien avec l'écosystème de l'ESS sur le territoire, très important. Et puis ensuite, on a pu voir quelques leviers sur l'action de la commande publique qui a été évoquée à plusieurs reprises. Commande publique, mais aussi les appels à projets. Des appels à projets pouvant favoriser la coopération, comme l'appel à projet interassociatif. Le levier du foncier, de l'accès au foncier, qui a aussi été rappelé à travers de quelques initiatives. Et puis, donc, voilà, d'autres leviers, peut-être simplement sur la slide suivante, puisque ça fait pas mal écho à ce qu'on a essayé dans un kit que vous avez sans doute de connaissance, qui est le kit donc, commune et intercommunalité, où on a essayé d'identifier différents leviers pouvant être mobilisés par les collectivités. Et donc, on trouve un certain nombre de ces leviers, ainsi que la SIC, la société coopérative d'intérêt collectif. Et peut-être, avant de te passer la parole, Sarah, peut-être pour un petit mot de conclusion, je propose à Maïwen ou à Gérard de dire un mot de la journée sur les sites, parce qu'on a évoqué à plusieurs reprises cette journée qui aura lieu le 22 juin, organisée par la communauté d'agglo d'Albi en coopération avec notamment le RTES, la CRES, l'URSCOP et le réseau ressources. Maïwen, si tu veux dire un mot de cette journée, on voit bien que la question de la SIC… Je vais laisser l'honneur à Monsieur Poujade de présenter cette journée. En fait, je vais essayer de me cantonner à 3 minutes pour être très contingenté et laisser la place à la conclusion. En gros, le territoire de l'Albigeois a délibéré il y a 3 ans maintenant une politique globale d'économie sociale et solidaire qui a vocation à aller sur des champs où on ne l'attend pas, ayant vocation à créer une structure de capital risque, à s'occuper des questions liées à l'énergie, à la compensation carbone, au déplacement, à mettre en place une cycle de commerçants. En fait, l'ensemble de ce que nous souhaitons mettre en place repose sur une trame de participation ou création à des cycles qui traitent de problématiques que l'on rencontre sur tous les territoires. Et en fait, quand on a imaginé ce plan que vous retrouverez sur le site internet, je ne veux pas vous en faire la réclame, tout ça se télécharge aisément, on s'est dit que ce qui était important, c'est de venir échanger entre élus ou permanents qui travaillons sur ces questions-là pour voir comment on peut faire d'échanges de pratiques et d'être très factuel, si je peux me permettre cet adjectif, et de proposer 4 tables rondes sur la mobilité, sur l'économie circulaire, la transition énergétique et les dynamiques territoriales. Alors, il faut toujours, quand on parle, dire un petit peu d'où l'on vient. Je suis un vieil élu parce que je suis maire depuis 2001 d'une petite commune qui n'a pas 2000 habitants, avec une économie sociale et solidaire qui est implantée sur ma commune depuis très longtemps, avec des marchés réservés au monde coopératif depuis 2002-2003. La vie associative sur ma petite commune, c'est près d'une 30aine de salariés permanents sur le territoire. La commune est actionnaire, je crois, aujourd'hui de 4 SIC différentes et porteuse de la gestion de plusieurs autres en cours en ce moment.
L'agglomération, quant à elle, c'est près de 17% des emplois salariés de l'agglomération qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'on est au premier rang de l'ancienne région Midi-Pyrénées, pardon de parler comme ça parce que je suis l'ancien vice-président de la région et je n'ai pas encore complètement fusionné, certainement, dans ma tête. Mais on a une forte proportion d'emplois qui relèvent de ce secteur-là, avec un secteur qui était historique et qui était celui d'une verrerie qui avait été créée par Jaurès, qui aujourd'hui ne relève plus du tout de l'économie sociale et solidaire. Mais nous avons quand même quelques beaux fleurons industriels, dont une fonderie en particulier, qui est sous forme de scope, et l'ensemble des leviers, que ce soit les fondations, associations, coopératives et mutuelles, sont des éléments qui comptent dans le territoire. Et donc, voilà ce que je vous propose pour le 22 juin, si vous voulez bien venir en 2 minutes 45. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard. Donc, on vous invite à participer à cette journée en sachant qu'il y a une partie le matin qui sera en visio, qui sera voilà, assurée en visio. On vous transmettra tous les éléments sur le site du RTES ou de la CRES et directement auprès de la communauté d'agglomération du Grand Albi. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques sujets qui sont dans le chat. N'hésitez pas à nous les partager dès aujourd'hui ou juste après auprès des équipes de la CRES ou du RTES. La question de la transversalité, comment est-ce qu'on assure la transversalité, comment est-ce qu'on favorise la transversalité, avec quels outils, et la question de la formation des élus sur bien sûr, fait partie des sujets qu'on a bien notés. Sarah, comme on est un peu en retard, je te propose de laisser la parole pour la conclusion et pour les prochains rendez-vous de ce club. Oui, alors je ne vais pas être trop longue parce que je pense que la conclusion, elle est évidente. Ça s'est senti dans toutes les prises de parole, beaucoup d'enthousiasme et de plaisir à avoir enfin un lieu pour se parler de ces sujets-là. Donc, moi, je vous propose qu'on reste là-dessus. Une frustration, mais à la limite, qui vous engagera à revenir, c'est qu'effectivement, 1h30 pour se parler de tout ça, c'était bien trop court. On voit bien qu'on a dû se dépêcher. On avait tous énormément de choses à dire et on n'a pas eu vous entendre, vous qui étiez là en visio. Donc moi, ma frustration, c'est de ne pas avoir eu le temps de la discussion, mais c'est pas grave puisque c'était vraiment le lancement officiel et je vous le redis, c'est une dynamique qui va se poursuivre dans le temps. On reviendra vers vous, mais notre objectif, c'est de vous proposer après l'été, dans le cadre du mois de l'ESS, un premier rendez-vous sur le terrain, une visite apprenante pour qu'on aille regarder ensemble des initiatives et puis qu'on puisse avoir des temps d'atelier en présentiel. On vous enverra la date le plus tôt possible, mais je crois que c'est la slide d'après peut-être, Pierre-Alain. On a déjà des dates pressenties. Alors, vas-y, je te laisse filer jusque-là et on reviendra sur nos AG. Donc, ça sera au SICOVAL en partenariat avec le SICOVAL et le Conseil départemental 31. On se retrouvera en présentiel le 16 ou le 30 novembre. Donc, vous pouvez déjà mettre les options dans vos agendas. On reviendra vers vous avec bien sûr un programme plus détaillé, une thématique. Mais retenez 2 choses. Allez visiter ensemble des initiatives plutôt que de voir des magnifiques photos sur PowerPoint, parce que ça, c'est frustrant. Et avoir du temps pour échanger et ne pas, la prochaine fois, vous aurez largement la parole. Donc, ma conclusion, c'est ça. C'est très beau lancement. Je crois que ça nous donne tous envie de la suite. Et juste 2 rendez-vous. On va revenir en arrière. Pierre-Alain, parce que c'est le temps des assemblées générales. Allez, je te laisse revenir d'une chouille. Vous êtes chaleureusement invité à l'assemblée générale de la CRES Occitanie qui aura lieu à Toulouse cette année, le 30 juin. Et on profite de ce temps qui est un temps collectif ouvert à nos membres, mais à tous nos partenaires et à tous les acteurs que ça mobilise pour se faire une conférence et des échanges sur les enjeux de l'évaluation de la loi 2014. On aura avec nous Frédéric Tiberghien, qui est ancien secrétaire en charge de ces missions-là, secrétaire interministériel, je n'ai plus exactement le titre en tête, en charge des questions d'économie sociale et solidaire, et qui a piloté l'évaluation qui s'est tenue cette année de la loi de 2014. Donc là, pour monter en compétences, Marilyn, tu parlais de formation, je pense que ça sera un espace formidable et on sera ravis de vous avoir avec nous. Et peut-être, Pierre-Alain ou Anne-Laure, je vous laisse le mot de la fin pour votre assemblée générale, qui je pense sera aussi un moment fort du réseau. Oui, on a plaisir de vous inviter aussi. Ce sera un petit peu plus loin, ce sera à Nantes. L'assemblée générale du réseau aura lieu à Nantes le 6 et 7 juillet, avec dès le 6 un table ronde autour des questions de foncier
et comment les collectivités peuvent favoriser l'accès au foncier pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, des temps de visite apprenante également le jeudi après-midi, et puis le 7, une table ronde autour des questions de nouvelles formes d'emploi et d'activité, et plusieurs ateliers l'après-midi avec une visite du Solilab, qui est un des premiers tiers-lieux, pôle territorial de coopération économique dans l'économie sociale et solidaire sur l'île de Nantes. Donc, je vous invite à trouver toutes les informations sur le site du RTS. Et vraiment, merci à vous pour cette participation. Effectivement, je partage les frustrations de Sarah sur les temps d'échange, mais bon, voilà, c'est, comme on disait, un lancement, une première, et on aura d'autres temps d'échange en présentiel. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci.